T'en as pas marre qu'on te parle de Bernard Tapie tout le temps? Tapie était avant-gardiste et je pense que les gens s'en rendent compte aujourd'hui. Et Tapie, je le vois très bien sur son bateau en train de dire « t'es complètement malade ». Et ils l'ont vendu 3 ans après. Tapie s'est acheté son hôtel particulier. Après, ça a été l'affaire du siècle. Donc lui, il était sans limite. S'ils ont eu des fins, c'est beaucoup parce que Tapie les a coachés. Kouchner, je disais « ça y est, tu t'es encore fait 2 ennemis ou 3 ennemis ». Il nous rendait fous, il nous stressait. Il avait tellement d'énergie qu'il nous bouffait l'énergie. Et il a quand même fait pour ça 8 mois de prison. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait voler de 2 milliards. Bienvenue dans Build, le podcast qui parle de croissance organique, de croissance externe, qui parle de comment on peut progresser soi-même, comment on fait progresser ses entreprises. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Noëlle Bellone. Bienvenue Noëlle. Merci de m'avoir invité. Noëlle, en fait, pour te présenter un peu rapidement, tout le monde veut être le numéro 1. Et toi, tu as été en fait le bras droit d'un grand chef d'entreprise. Pourtant, dans les années 80-90, tu as été à la tête d'un empire. Et pour pas faire durer le suspense plus longtemps, tu as été le bras droit de Bernard Tapie et tu as été la présidente des holdings de Bernard Tapie. Tu as été auprès de lui pour tous ses coups d'éclat, mais aussi les coups tordus, la lumière, l'ombre, la politique. On va parler de tout ça. Moi, je voudrais parler de ton parcours parce que je trouve que c'est un parcours qui est très riche d'expérience et puis d'une époque aussi aujourd'hui qui est très différente. Complètement. Je suis d'accord avec toi. Ouais, avoir tes retours là-dessus et puis parler bien évidemment de Bernard Tapie. D'ailleurs, c'est peut-être ma première question, Noëlle. T'en as pas marre qu'on te parle de Bernard Tapie tout le temps? Mais écoute, on n'en parlait plus tellement et on en reparle depuis qu'il y a eu le film sur Netflix. Donc maintenant, Tapie est redevenu à la mode et Tapie rentre nouveau dans les discussions parce qu'il était avant-gardiste et je pense que les gens s'en rendent compte aujourd'hui alors qu'ils s'en sont peut-être pas rendus compte à l'époque. Tu l'as vu, la série sur Netflix, Noëlle? Je l'ai vu. Je suis pas trop d'accord avec tout ce qui a été dit, notamment mon rôle de Nicole. Ouais, j'ai vu ce rôle de Nicole. Alors, tout à fait. j'étais un peu choquée parce que Tristan m'en a pas parlé. J'ai été invitée à Cannes Série à voir les 2 premiers podcasts, mais là, on parlait pas de moi parce que c'était la vie de Tapie avant que je connaisse. Et à ce moment, je pose la question à Tristan. Non, j'ai Camille Chamou qui vient vers moi et me dit « Ah, c'est vous, Noëlle Bellone ?» Moi, j'ai un peu regardé derrière moi, je me suis dit, elle doit se tromper. Et non, pas du tout. Elle venait parce qu'elle me disait qu'elle jouait mon rôle. Donc, j'étais très étonnée. Je demande à Tristan Seguela, mais c'est quoi ce truc-là? Et il me dit, non, mais on l'a refait. C'est pas tout à fait toi. C'est un peu toi, mais c'est pas quoi. Alors, donc, je me dis, bon, ça va pas m'intéresser. Je suis maître de conférence au Master X HEC Entrepreneur. J'ai plein de mes anciens étudiants qui ont appelé en disant, Noëlle, est-ce que c'est vous, Nicole? Donc, pour pas avoir l'air d'une cloche, j'ai appelé mes enfants parce que j'ai pas Netflix et j'ai dit, mes enfants, je viens squatter pour voir effectivement ce film. Je l'ai vu. Alors, il y a des choses qui étaient bien, il y a des choses qui me plaisaient moins, il y a du faux. Enfin, c'est romancé comme un film. Et c'est assez fidèle sur la partie du business. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, en fait, sur le rachat de Wonder, par exemple. Tu vois, où on voit que c'est... Enfin, moi qui fais un peu de croissance externe, j'ai trouvé ça un peu rock'n'roll. Un peu ridicule. Ouais, un peu moi, ridicule. Je dirais, non, alors là, Secondaire, en plus, c'est un dossier que je connaissais bien parce que je suis arrivée chez Tapie le 2 ou le 3 octobre 1984. Et au bout de 3 jours, il m'appelle en me disant, je viens de racheter Wonder, donc voilà, vous allez partir chez Wonder. Alors, j'arrive et donc Tapie, en fait, avait racheté les actions de la famille et c'est lui qui a déposé le bilan. Donc, c'était une négociation avec des banquiers, c'était une négociation normale. C'était pas dans un hôtel avec un enfant qui pleurait ou je sais pas ce qu'on faisait. Non, c'était ridicule. Enfin, pour moi, ça m'a paru ridicule et néfaste à la limite pour le rachat de Wonder, qui était une des plus belles boîtes françaises. Ouais, complètement. Je suis assez d'accord avec toi. Avec quand même qui faisait à l'époque 700 millions de francs de chiffre d'affaires, 350 millions de pertes. Je vais quand même te dire, c'était une autre époque parce que pour avoir un audit de la boîte, on mettait avec des experts un peu doués, on mettait 2 mois. Ouais, d'accord, ok. Donc, au bout de 2 mois, on s'est rendu compte c'était un abîme. La perte est un abîme. Et pourquoi? Parce que, alors, erreur stratégique est très intéressante. Ils ne croyaient pas, la famille Courtecuisse, c'était des gens intelligents, pignon sur rue, 3e génération, mais capables. Hein. Ils ne croyaient pas à la grande distribution et ils ne croyaient pas à la pile alcaline. Ouais, d'accord. Donc, on avait 2 les piles erreurs. salines, c'est ça, il y avait les 2 types de piles. Il y avait les salines, celles qui coulaient dans les transistors. Ouais. Et en fait, ils ne croyaient pas. Ils avaient 3 usines avec des piles salines et ils n'ont pas pensé à se reconvertir. Et Tapie, quand il décide de racheter Wonder, en tout cas quand il est en négociation avec eux, comment se prend la décision? T'es là, toi, Noëlle? Non, alors moi, j'étais pas encore dans le groupe. T'étais pas encore dans le groupe. Je suis arrivée après. Non, Okay. il a vu la famille, il a racheté des actions. Okay. À l'époque, je crois qu'elle était au second marché ou quelque chose. Enfin, elle avait un prix de cotation. Donc, il l'a payé le prix de la cotation et c'était, je crois, 280 francs l'action. Avec les banquiers, c'était un truc
propre et correcte. Enfin, il n'y a pas une entourloupe. Et d'ailleurs, on connaît beaucoup Tapi autour de ça, en fait, des entreprises qui sont en difficulté pour pouvoir le redresser. C'était quoi la recette magique, Noël, Alors, la de la recette méthode magique, Tapi? déjà, le Tapi, c'est acheter des entreprises qui avaient une notoriété. Et il me disait tout le temps, vous comprenez, Noël, parce qu'on se vous voyait. Il me voyait, je le voyais. Il tutoyait tout le monde, mais nous nous voyions. Et c'est vrai, acquérir une notoriété, tu dois savoir ce que c'est. Ouais. C'est très compliqué, ça coûte très cher. Donc là, c'était une boîte qui avait une forte notoriété. Elle datait de 1914, quand même. C'était une entreprise qui avait été créée il y a très longtemps. Donc, acheter une boîte qui avait une notoriété et surtout la redresser, c'est revoir les produits, revoir le marketing, revoir tout. Donc, effectivement, on a recherché dans les brevets, on a trouvé un brevet de pile verte à l'époque avec moins de noir de carbone. Et c'est ça qui a sauvé la boîte. Ah, c'est dingue. Et tu sais peut-être pas, et je te le souhaite pas, mais une boîte qui est en difficulté, c'est une boîte qui n'a plus d'argent, qui ne peut plus déposer les brevets, qui n'a plus les gens capables, parce que les bons s'en vont très vite. Il y a plus que les gens qui ont du mal à se recaser qui restent. Et grâce à ça, il l'a vendu une fortune quelques temps après. Et comment toi t'arrives, Noël, en fait, tu peux me raconter ta rencontre avec Bernard Tapie? J'étais déjà très en avance à l'époque. J'avais 30 ans à peine, quand je suis rentrée dans l'aviation. Aviation d'affaires, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je connaissais pas, c'est donc petits avions, enfin des petits Falcon. Et je dirigeais une compagnie d'aviation au Bourget. Et c'est comme ça que j'ai eu Tapi, qui était mon client. Et pendant 2 ans, il m'a dit, venez travailler chez moi et tout. Moi, j'étais très bien, j'adorais. C'était un milieu très masculin, mais c'est aussi ma culture. J'étais, moi, à l'école de garçons quand j'étais petite fille. J'ai pas été avec des filles parce que j'étais amoureuse en 11e, en CP. Et j'avais dit à maman, ou je vais à l'école avec Charlie, ou je vais pas à l'école. Mes frères et sœurs sont médecins. Ils travaillaient hyper bien à l'école. On n'avait pas grand espoir pour moi. On disait, on la mariera, ça fera l'affaire. Il n'y a pas de raison. Donc, maman est allée discuter avec le directeur en disant, son frère est dans ce collège-là, est-ce qu'elle peut? Donc, nous étions 3 filles et 30 garçons. Donc, moi, j'ai joué au billes, je me suis battue. J'avais les genoux à moitié en sang presque tous les jours. Et c'est comme ça que les milieux masculins ne me gênent pas, si vous voulez. Et Tapi m'a dit un jour un truc très humiliant, je trouvais. Un jour, on était chez Wonder et devant tout le monde, il dit, il y avait tous les commerciaux, il dit, ah oui, Noël, vous avez quand même un problème. Vous avez une intelligence d'homme. Et moi, je trouvais ça hyper humiliant. J'ai dit non, pas du tout. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour lui? C'était sûrement mieux qu'une intelligence de femme. Je pense que c'est comme ça que moi, je l'ai perçu. C'est pour ça que je me disais, ah non, pas ça quand même. Donc, il m'a embauchée au bout de 2 ans. J'ai fini par lui dire oui. Alors, j'étais intriguée parce que moi, j'ai fait relations internationales à Sciences Po. Je voulais être diplomate. Mais je me suis mariée à 20 ans, j'étais amoureuse de mon copain de Sciences Po, donc lui avait fait service public. Donc à l'époque, on ne discutait pas, la femme cédait. Donc j'ai dû me reconvertir. Et donc c'est vrai qu'au bout de 2 ans, je me suis dit, mais comment une boîte en dépôt de bilan peut vivre? Parce que la loi sur les faillites date de 67. Et moi, je suis sortie en 67. Donc, si vous voulez, ça... Et puis, j'ai fait international. Donc, de toute façon, je savais rien faire. J'ai tout dû apprendre sur le tas. Je voulais savoir les recettes. Tu le rejoignes parce que, en plus, Sciences Po, je pense que tu n'étais pas du tout dans la cible des gens avec qui ils voulaient travailler. Pas du tout. Non, pas du tout. Alors, je n'étais pas du tout dans la cible. Fille de notable, catholique, universitaire. Je pense qu'il m'avait vu diriger la boîte. Donc, il avait dû se dire que je pouvais peut-être lui donner un petit coup de main utile. Moi, je pense qu'on avait un coup de cœur tous les deux. C'est vrai que moi, je l'ai eu aussi. Et je me suis dit, mais à l'époque, on en parlait, ils faisaient les couvertures de Paris Match et compagnie. Et moi, c'était plutôt le côté en me disant, mais comment on arrive à s'en sortir avec une boîte en dépôt de bilan? Moi, je pense qu'une boîte en dépôt de bilan, c'est une faillite, quoi. Ouais, bien sûr. On est mort. Et du coup, donc, tu le rejoins à ce moment-là. Et c'est quoi ta première impression quand tu commences à travailler avec lui? Alors, ma première impression, comme donc j'arrive dans son groupe, alors je lui dis, moi, je viens dans votre groupe, mais je ne veux pas être en hiérarchie avec vos collaborateurs, qui étaient sympathiques quand il était là, odieux quand il n'était pas là, quand il prenait l'avion. Donc, je dis, je ne veux pas me faire casser les pieds pour des gens qui ne m'intéressent pas. Et il m'a dit non, vous ne dépendrez que de moi. Bon, en fait, ils étaient charmants, mais ils avaient leur petit côté. Ils mettaient telle pression que quand il n'était pas là, ils n'avaient plus de pression. Donc, ce n'était pas toujours agréable. Ah ouais, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de relâchement oui, en fait, voilà, quand il n'était pas là. Oui, d'accord, je chicané comprends. pour des détails. Enfin, c'était casse-pied. Je l'appelle un jour et je lui dis, ça y est, je suis prête à venir. J'avais 3 mois de préavis. Et il me dit, ok, d'accord, c'est très bien. Ça ne m'arrange pas parce que je ne sais pas ce que je vais vous faire faire, mais venez quand même. Je vous ai dit que je vous embauchais, donc venez. Pas de contrat de travail, rien du tout. On se tape dans la main. Je trouvais ça déjà très curieux. J'osais pas demander. Je dis bon. Et mon président de l'aviation avait dit, si jamais vous avez un problème, Noël, je vous reprends. Donc, je suis quand même allée. Et donc, j'arrive chez lui, et puis il me dit, bon, ce que vous allez faire la tournée des entreprises que j'ai, et vous me direz avec laquelle vous souhaitez vous occuper, avec quel président vous souhaitez travailler, parce qu'en fait, on travaillait comme un cabinet d'audit. Il y avait combien de sociétés à cette période-là? Il devait y en avoir une vingtaine, je pense. Ah, d'accord, ok. Donc, je commence à faire la tournée, j'arrive, je crois que j'étais chez Testu, et là, il m'appelle, demain, je viens vous prendre à la maison, parce qu'il me prenait toujours à la maison. Okay. J'habitais avec toi, il venait me prendre. Et il me dit, je vous emmène chez Wonder.
Et alors moi, c'était un choc culturel. Je sortais d'une boîte d'aviation hyper chic. C'est quand même le top. Hein. L'aviation d'affaires, c'est... J'avais fait un salon pour un décorateur magnifique. Et là, j'arrive rue des Rosiers, à Saint-Ouen. Des bâtiments avec des ficelles, parce qu'on ne pouvait pas passer à côté, les tuiles tombaient. Enfin, qu'un bureau magnifique. C'est le directeur général qui a dû se faire une folie. Il avait un bureau magnifique que j'ai pris. Mais sinon, c'était la zone. Hein. La zone. Ouais, d'accord. Okay. Là, je me suis dit, quand même, et c'est ta première mission? Ah oui, je me tu suis t'arrives chez Honda. T'es complètement idiote d'aller dans un truc pareil. Là, et donc, je suis restée une année. Okay. Je suis restée une année, le temps qu'on se rapproche de Mazda, parce qu'on s'en serait pas sorti tout seul, grâce à Francis Bouygues, qui avait envie de se diversifier. Et après, on a eu un peu le management de Bouygues, hein, ce qui était comme bien agréable. Et ils l'ont vendu 3 ans après. T'as s'est acheté son hôtel particulier. Enfin, ça a été l'affaire du siècle. Hein. Okay. Tout ça à cause de la pile verte. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait dans cette boîte-là? D'abord, il a fait une pub qui s'appelle « Je marche à la tapis ». Elle est incroyable. Il marche avec des piles et sa secrétaire en a tellement marre. Elle lui arrache les piles et il tombe raide mort. Voilà. Et elle lui dit, mais avec quoi vous marchez? Il répond, je marche à la Vendeur. Elle est absolument géniale, cette pub. Donc, naturellement, l'image, le marketing, les piles présentées autrement. Enfin, tout un gros travail sur les de restructuration de produits. Moi, tu m'en as déjà parlé, mais en fait, tu peux développer juste ce sujet-là. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine Tapi juste comme un financier. Ah non, pas du tout. Alors que c'était quelqu'un qui était passionné par le produit. Par le marketing, par les produits nouveaux, et c'est ce qu'il a fait dans toutes les entreprises. Hein. Toutes les entreprises, c'est toujours, ça a été sa force, c'est avoir de l'intuition, être près des gens. Donc, il ressentait les besoins des gens. Ouais, c'est il intéressant. sentait. C'était un animal. Hein. C'était un animal. Il sentait les trucs. Et il paraît, Noël, que en fait, t'étais une des seules qui pouvait lui dire non, c'est vrai, ça? C'est-à-dire que les hommes, ils avaient pas envie, donc souvent ils partaient. Et moi, de temps en temps, je lui disais non, ou alors je partais au golf. Alors il savait que quand j'en pouvais plus, il disait à ma secrétaire où elle est, et ma secrétaire d'un air très misérable, elle est partie au golf. Et là, il savait que la coupe était pleine. Et sur ces sujets d'acquisition d'entreprise, comment il s'y prenait? Est-ce qu'il te posait la question? Est-ce qu'il vous posait la question? Non, alors... Est-ce qu'il faisait ça tout seul? Comment ça se passait? Ce qu'il y avait, c'est qu'il avait... on avait des renseignements sur des entreprises qui allaient... Comme il était un peu le spécialiste de la boîte en redressement, on avait des informations qui venaient par les banquiers, par le CIRI. Tu l'as vu réussir, très très fort. T'as une anecdote marquante là, des moments de réussite, de joie, etc. Avec lui. Je ne sais pas si tu connais l'histoire pas de Vendeur, de Adidas, excuse-moi. Oui, de Adidas, oui, tout à fait. Et en fait, les enfants voulaient vendre, mais les sœurs qui étaient partenaires ne voulaient pas vendre. Il fallait les convaincre. Parce que la boîte allait mal. Hein. C'était une boîte qui allait mal. En 90, c'était pas un fleuron comme aujourd'hui. Et il est arrivé, grâce à sa négociation, à son charme, était arrivé à les convaincre. C'était incroyable. Et là, il était hyper heureux. C'était le roi du monde. Et tu veux dire qu'une de ses forces, c'était sa capacité à convaincre? La séduction. Plus que le plan d'action. La séduction. Là, on était dans la séduction. Dans la séduction, dans le rêve, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est lui qui m'a dit, quand on allait à New York régulièrement, il me disait, regardez les femmes, elles ont toutes maintenant des manteaux comme des anoraks longs, parce que c'est vrai, on ne connaissait pas ça en France. Et c'est lui qui a vraiment créé chez Adidas la nouvelle ligne de sport en ville. Hein. Et pour le coup, en fait, on en parlait tout à l'heure, là, un peu en off, tu me disais qu'en fait, les dirigeants étaient très autonomes en fait, dans leur boîte avec lui. Et quelle était son action alors? Et quelle était votre action ensemble? Alors pour te donner une anecdote, il me disait, tiens Noël, on part chez Terraillon. Terraillon, c'était Annemasse. Hein, donc on prenait l'avion privé, on allait à Annemasse. Et la première chose qu'il faisait, c'est aller voir le service commercial et les R&D. Okay. Et il me disait, un président, on trouvera toujours, un directeur financier, on trouvera toujours, mais un bon directeur commercial et un bon patron des R&D, on n'en trouvera peut-être pas toujours. Donc c'était sa première visite. Ah oui, d'accord. Et c'est là qu'il allait. Et je me souviens qu'un jour, chez Terraillon notamment, on avait pris une designeuse. Et alors, elle lui dit, ah, ça y est, j'ai complètement revu les balances, enfin, les pèse-personnes. Alors, on va mettre un dessus en panthère, enfin, un truc comme ça. Putain, c'est nul. Mais c'est nul. Moi, je veux maximum 1 cm de haut. Je veux bien des pèse-personnes, mais à l'époque, ils avaient 5 cm. On montait... trop jeune pour le savoir, à mon avis. Mais à l'époque, on montait sur un pèse-personne. Maintenant, ils ont 1 cm. Ouais, tout à fait. Et ça, il en parlait, mais je peux pas dire en quelle année, mais en 88, un truc comme ça. Il disait, moi, je veux un pèse-personne tout plat. Je veux pas un truc où je suis obligé de me casser la figure en montant dessus. Et il avait le sens du produit. Le sens du produit. Et d'ailleurs, ce qu'on a beaucoup connu chez lui, c'est effectivement les fixations de vélo avec Look. Oui, complètement. Ça, hein. Et puis, la transformation des fixations qui n'étaient que du ski, que du ski. Donc, on travaillait
en été pour fournir l'hiver. Et puis après, il y a plus une fois qu'on vendait les fixations, il n'y avait plus rien à faire. Donc, il s'est transformé en vélo. Et on a sorti aujourd'hui, les tout le vélos. monde utilise des fixations rapides pour les vélos. Enfin, d'ailleurs, Voilà, c'est absolument. assez fou, Et alors, au départ, on achetait les pédales chez Shimano. Et là, moi, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai une anecdote qui est assez croustillante au Japon. Alors moi, je la connais, l'anecdote du Japon. Je veux bien que tu nous la racontes parce que elle est assez sympa. En tout cas, ça démontrait aussi la relation que tu avais avec lui. Ouais. On était très complices, mais on était toujours chacun à sa place. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur. De toute façon, il ne trompait pas sa femme, il aimait que sa femme, et c'était formidable pour un type qui avait un succès de malade. Alors au Japon, j'étais à l'époque chez Vander et il me dit on va aller voir le président de Matsushita au Japon. Donc on part au Japon. Déjà, on part pas le même jour, donc il me fait un drame, mais parce que je pouvais pas partir, parce qu'il appelait à 11h du soir pour me dire demain on part au Japon. D'accord. Et moi, donc ça veut dire que tu avais toujours une valise de prête? Oui, oui, je partais, mais je partais jamais longtemps. Alors, et là, je dis moi demain je peux pas partir, c'est impossible. Mais qu'est-ce que vous avez? Je dis écoutez, j'ai une réunion des parents d'élèves. J'avais quand même 2 enfants et un mari. Et il me dit bon alors vous me rejoignez quand? Je dis je vais voir mardi. J'arrive mardi. Alors on a un dîner. Le dîner au Japon c'est à 6h. C'est pas 22h. Ouais. Je rejoins et il me dit alors vous êtes venu comment? J'ai dit je suis venu avec Japan Airlines. Mais quoi? Japan Airlines? Vous êtes complètement folle. On ne voyage que sur Air France. C'était alors franchouillard de franchouillard. Aux gens, il leur disait, si vous parlez pas français, moi, je ferai jamais d'effort de vous écouter. Donc, on est une interprète pour tout et n'importe quoi. Parce que moi, je suis français. Donc, on me parle en français. Et là aussi, moi, je prends Air France. Donc, je me fais engueuler parce que j'ai pris la JAL par Vancouver, enfin bon. Et on va le lendemain matin chez Matsushita. Et là, le président me voit arriver. On avait une interprète, naturellement. Le président salue, on donne les cadeaux, on se fait les petites courbettes. Et puis, le président dit à l'interprète, si madame veut ma voiture et mon chauffeur pour se promener, enfin pour visiter Tokyo, très volontiers. Je me suis dit, oh, belle idée, belle idée. Et t'as pu dire, mais non, c'est elle qui dirige le Vander. Et le japonais, le président Matsushita, c'est quand même un super président, m'a regardé, il a dit, non, moi, c'est français, ils n'ont vraiment aucune morale, ils font travailler les femmes. Enfin, mais d'ailleurs, là-dessus, en fait... étonnant, et c'était une autre époque. Ouais, mais d'ailleurs, il était très moderne par rapport à ça. Mais complètement, là aussi. Alors, il a aussi fait ça parce que c'était l'époque où ça devenait très difficile. Et il n'avait plus confiance en personne. Il y avait aussi ça. À la fin, quand j'ai pris la présidence, il m'a dit, Noël, maintenant, il n'y a que vous qui puissiez me la prendre parce que je n'ai plus confiance qu'en vous. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc, il y avait un vrai sujet aussi. Ouais. Là, il y a un vrai sujet de confiance. De relation. Ouais, mais ça, c'est ma culturalisation rigide, un peu rigide. Je voulais revenir juste sur la croissance. Je te parlais tout à l'heure, en fait, des entreprises qu'il a fait exploser. Donc, il y a eu la Vie Claire. Alors, la Vie Claire. 1 franc en 1980, c'est ça? Qui ne valait pas un sou. À l'époque, les gens qui mangeaient bio étaient assez rares. C'était des produits chers parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Cette boîte avait été créée par un monsieur qui s'appelait Geoffroy et qui avait en fait été gazé pendant la guerre. Et il était arrivé, grâce au régime Vie Claire, donc produit bio, à complètement retrouver la santé. Ah ouais, c'est dingue. Et c'est comme ça qu'il a racheté ça. Et lui n'a mangé que du bio toute sa vie. Ouais, c'est fou. Puis c'est aujourd'hui une boîte qui existe toujours, c'est ça qui est assez dingue. Oui. Il fallait être très visionnaire pour imaginer que le bio, à cette époque-là, en fait, allait pouvoir être ce qu'il est aujourd'hui. Absolument. C'était quand même assez dingue. Et puis il y a eu aussi Terraillon, racheté 1 franc en 81, revendu 125 millions Terraillon. C'est-à-dire racheter 1 franc, oui, mais redressé, complètement redressé. Ça, c'est quand même les produits n'étaient plus, c'était plus la même boîte. Aucune des boîtes qu'on a eues était identique quand on les a vendues. Heureusement, parce que sinon, on les aurait pas vendues. Racheté 1 franc 83, revendu 260 millions de francs. Belle anecdote sur Ah ouais? Alors vas-y, je t'écoute. Donc à l'époque, donc son directeur général l'appelle sur le bateau. Il avait passé 8 jours ou 15 jours en négociation affreuse parce que c'était avec 2 étrangers. Donc tout était en bilingue ou trilingue. Et il appelle Bernard en disant, ça y est Bernard, là on signe lundi, si t'es d'accord. Alors, je te dis un chiffre, c'était pas tout à fait ça, mais c'était 230 millions, un truc comme ça. Et Tapi, je le vois très bien sur son bateau en train de dire, t'es complètement malade, 230 millions, mais on le cède pas, ce prix-là. Et Fabien qui dit, mais enfin, écoute, ça fait 15 jours que je négocie avec des Suisses, avec des Allemands, avec des Anglais. Enfin, c'est compliqué. T'as plus dit non, à ce prix-là, je le vends pas. Alors, tu le lâches à 260, sinon tu dis non. Et Fabien est reparti au combat, et au bout de 8 jours, même pas, 3-4 jours, il a rappelé Bernard et dit, ça y est, c'est 260. Ouais, dingue. Même une intuition à ce niveau-là, parce que nous, on était contents de vendre, parce que bon... Et puis c'est une super opération, surtout parce que... C'était une super opération. Bon, on a beaucoup investi quand même. C'est une entreprise qui était en très très mauvais état. Souvent on racontait que c'était 1 euro, mais en fait c'était plus. C'était plus. Enfin, oui, tu mettais 1 euro, tu avais des dettes à rembourser. Moi, quand je dirigeais la Vie Claire, j'avais encore un concordat de 10 ans. Donc tu vois, fallait le redresser et rembourser la dette. Et puis c'est extrêmement compliqué. Tu vois, j'ai fait une opération dans une entreprise qui était compliquée, qui était difficile, dans le nord de la France.
effectivement, en fait, tu prends pas, c'est pas 1 euro que tu proposes. Il faut reprendre les salariés, il faut proposer un vrai projet. Tu as les dettes à pouvoir reprendre, T'as le etc. licenciement qui coûte Il y a cher. le licenciement qui coûte cher, etc. Moralement, ça coûte Ouais, cher aussi ouais. parce que les salariés qui restent sont en mauvais état quand Ouais, même. Hein. complètement. Et pourquoi on a une si mauvaise image de Tapi sur ces entreprises, alors que, franchement, en préparant notre interview, en fait, Noël, moi, je me suis rendu compte quand même, en fait, il y a beaucoup plus de réussite que d'échecs, en Absolument. fait. C'est quelqu'un qui a réussi de manière massive. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Il n'était dans aucun club. Il n'était nulle part. Il n'allait nulle part. Le soir, il allait dîner nulle part. Il rentrait à la maison. Il était casanier. On n'a pas l'impression. Hein. Quand je disais, Bernard, ce soir, ce serait bien que vous alliez là et là, il me disait, non, moi, je rentre chez Dominique. Je suis bien qu'avec Dominique. Il n'était pas mondain. Pas du tout mondain. Et ça, il l'a payé. Il faisait des coupes pendables. Un jour, on avait les banquiers qui venaient, donc ils étaient magnifiques, cravate, impeccable, propre sur eux. Et on bosse. Et à 1h30, il dit, on avait réservé naturellement à l'hôtel Napoléon, c'était notre cantine. Et à 1h30, il dit, ben non, finalement, il appelle son assistante, il dit, commandez des McDo, on va manger des McDo. Et alors, je vais vous dire, les banquiers sont partis avec la sauce tomate et tout ce qu'il y avait sur les cravates. Enfin, c'était horrible. Et je lui ai dit, là, on s'est fait 5,5. Hein. Et tu penses que c'est ça qui lui a porté préjudice, le fait qu'il fasse pas partie suffisamment de réseau? Oui, il n'était pas franc-maçon. Je voudrais revenir sur un sujet, Noël, c'est comment on fait pour transformer ces entreprises qui sont en difficulté en pépites? Comment on fait c'est parce que c'est pas qu'une histoire de calcul, en fait. C'est pas Non, qu'une c'est une histoire question mathématique. d'intuition, de trouver les bonnes personnes. Je pense que quand C'est-à-dire trouver les bonnes personnes qui font quoi? les bonnes personnes qui conviennent à l'entreprise et qui te conviennent à toi, pour que tu puisses bien t'entendre, pour qu'il y ait une vraie confiance. Donc c'est vraiment un problème humain. Et après, c'est un problème de produit. Hein. Et tu penses qu'il y avait une recette commune de réussite des entreprises, quelque chose qui faisait... Alors, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, c'est-à-dire que ces 2 clés, c'était le commerce et la R&D. Et la R&D, c'était ça qui était les clés, puis avoir des entreprises qui étaient... Ouais. Du coup, si on devait faire avec une recette, notoriété. avec une grosse notoriété. Voilà. Et puis, s'investissait à titre personnel par rapport aux collaborateurs. Et si tu veux, prenez aussi des vedettes. Par exemple, Bernard Hinault allait énormément chez Look. Il travaillait avec les ouvriers, donc avec le bureau d'études, les ouvriers. Il y avait, les gens disaient pas, je travaille chez Look, ils disaient, je travaille chez Tapi. Ouais, d'accord, ok. Bon, c'est vrai qu'il était hors norme à l'époque. Hein. Ouais. Mais il était hors norme, mais dans des normes qui étaient hors normes aussi, parce qu'à l'époque, il y avait Bourgoin qui a démarré son groupe, la Chaillotine. Tu avais Krasianski qui créait des clés. Tu avais Afflelou à l'époque. Okay, tu avais vraiment beaucoup des gens qui avaient l'esprit d'entreprise. Ouais. Et le goût du danger. Je pense aussi que c'est des gens qui n'avaient pas été longtemps à l'école et qui n'étaient pas du tout bloqués. Parfois, moi, ils me reprochaient d'avoir mes limites. Si tu veux me dire, Noël, pourquoi vous réagissez comme ça? Parce que j'ai appris comme ça. Hein. Et alors que lui, il était sans limite. Bourgoin était sans limite. Ouais, okay. C'était pas des gestionnaires, c'était des gens d'innovation, d'énergie. Alors qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'est plus capable. C'est-à-dire que le fait qu'on ait beaucoup de données... C'est-à-dire que tout le monde n'est pas start-upper, voilà. Un start-upper, c'est quelqu'un qui est un peu comme Tapi, qui va à l'instinct, qui essaie de bosser comme un malade, qui veut. Mais les autres, c'est très cadré. Si tu fais une faute, on te vire. On te laisse moins la chance qu'à l'époque. Et les clés de pilotage de la croissance de son groupe, est-ce que c'était quelque chose qui était organisé? C'est-à-dire qu'en fait, il écrivait un plan sur les 5 prochaines années. C'est toi qui le faisais? Comment vous Non, pas du tout. C'était l'occasion fait le larron, si tu veux, pour les boîtes. C'était que de l'opportunisme. Ah oui, c'est de l'opportunisme. Ouais, absolument. Alors, il se crée les opportunités parce qu'effectivement, s'il était en contact... Il était dans le milieu parisien, avec les banquiers, si tu veux, et comme il avait fait des réussites quand même, les banquiers avaient tout intérêt à l'appeler lui plutôt que d'appeler quelqu'un qui n'y connaît rien dans les redressements d'entreprise. C'est un vrai métier. Hein. Je voulais te parler des écoles de vente et moi, j'ai vu un extrait il n'y a pas longtemps sur Internet où effectivement, on voit Tapi en fait parler des écoles de vente et il est assis à côté de Borloo en expliquant en fait comment il ferait pour recruter les personnes chez lui. Je crois que je vous mettrai dans des situations extrêmement difficiles. Je vous donnerai rendez-vous à 7h du matin, je vous obligerai en vous donnant les clés d'une voiture d'aller chercher dans un garage et je créerai 250 situations extrêmement difficiles à surmonter pour voir quels sont ceux qui finalement arriveront à l'heure au rendez-vous et ceux qui téléphoneront en disant « je peux pas, j'ai ma voiture qui est cassée » ou « il y avait un camion qui bloquait l'entrée » ou etc. Et toi, tu l'as aidé à monter des écoles, c'est ça, les écoles Alors, Tapi. si tu veux, il y avait 2 choses à l'époque qui marquaient les années, c'est l'émission Ambition. Okay. Ambition, si tu veux, il prenait un chef d'entreprise, il montrait comment on pouvait l'aider. En fait, son idée, c'est toujours d'aider des gens à créer des entreprises et à venir travailler dans l'entreprise. Moi, quand j'étais chez Wonder, 2 fois par semaine, il venait me prendre et on partait en avion, on allait dans des petites écoles de commerce ou invités par des clubs des jeunes dirigeants ou on a sillonné la France en disant aux jeunes, mais allez-y, n'ayez pas la trouille, lancez-vous dans l'entreprise. Donc, il avait un speech qui était absolument... J'aurais dû l'enregistrer, mais à l'époque, on n'était pas avec des téléphones. Ouais, bien sûr. Mais c'était incroyable. Les gens, ils sortaient. Ah oui, c'est ça. Au lieu d'aller à la Sécu, il faut que
faut que je rentre dans une entreprise, pas que je la crée automatiquement, mais moi que je rentre dans l'entreprise. Et un jour, il était à l'heure de vérité, ça je parlerai toute ma vie, il commence à dire, je trouve que le chômage, c'est pas normal pour les jeunes, c'est pas possible. Le chômage des jeunes n'est pas quelque chose qui doit exister. Et il dit, si vous êtes au chômage, écrivez-moi et je m'occuperai de vous. Non, moi, je croyais tomber à la renverse. J'étais sur ma chaise en me disant, non, c'est pas vrai, c'est encore sur moi que ça va tomber. Parce que là, j'étais rentrée de Wonder. Non, j'étais encore un peu chez Wonder. Et puis, j'arrive. Le soir, je passais le voir de temps en temps chez Wonder. Et je vois des sacs postaux. Mais il y avait, je sais pas, 10 sacs postaux. Ah ouais. Et je lui dis, on fait quoi, Bernard? Oh non, alors ça, on l'occupera. Bon, alors je dis, il faut quand même trier. Donc, j'avais confié les sacs à une école de commerce qui cherche toujours des trucs. Et ils m'avaient trié. Alors, ceux qui écrivaient Monsieur Tapie, on vous aime. Ceux qui écrivaient Monsieur Tapie, on vous aime pas. Puis après, des jeunes qui disaient, j'ai fait ça, je cherche un job, je trouve pas, les boîtes, j'ai pas fait d'études. Enfin, voilà. En fait, tout ce qu'on peut imaginer quand les gens sont au chômage. À l'époque, c'était aussi peut-être un autre chômage, des gens qui avaient plus envie de travailler, il y avait pas tous ces trucs. Et donc, on cherche, qu'est-ce qu'on peut faire? Et à un moment, il me dit, vous savez, Noël, ce qui manque, c'est des vendeurs. Et là, je dis, bon, oui, on va essayer de réfléchir. Et j'avais un type assez performant chez Terraillon, qui aimait beaucoup la formation et qui était plutôt directeur commercial, mais vraiment un type bien. Il faisait partie d'un club de merchandiser, enfin, il connaissait bien. Et je l'appelle, je dis, écoute, si on doit faire des écoles de vente, est-ce que tu me montrais un programme? Combien de temps, Noël? J'ai dit, écoute, 8 ou 10 semaines. Enfin, c'était assez court. Il me dit, OK, je te montre le programme. Et moi, je dis à Tapie, ça y est, on a un programme. Alors, on va faire des QCM pour les comme choisir. Comme test d'entrée? Oui, moi, c'est ce que je connaissais. Okay. Il me dit, vous êtes complètement folle, Noël, les QCM, mais personne ne viendra. On va faire autrement, on va faire des jurys. Alors, entre-temps, la Chambre de commerce de Béziers avait monté un plan marketing avec Séguéla, où il disait à Hidalgo, dans le Figaro, Monsieur Hidalgo, vous êtes spécialiste du foot, nous avons un club de foot. Monsieur Tapie, vous parlez d'école de vente, nous on en a une, pourquoi vous viendriez pas? Monsieur, enfin, toutes les semaines dans le Figaro, il y avait, voilà. Et Tapie me dit, c'est bien ça, allez voir le président de la Chambre de commerce. Donc, je vais le voir. Il me dit, oui, moi, j'ai déjà une école. Alors, c'est bac+2, enfin, tout ce qu'il faut. Alors, je dis, bon, d'accord. Nous, je ne crois pas que c'est tout à fait ça. Quand j'ai vu le profil des CV, je pense qu'on est plutôt bac-2 que bac+2. Donc, il me dit, bon, écoutez, Noël, je suis d'accord de faire quelque chose avec vous. Enfin, on s'est hyper bien entendu tout de suite. Et je dis à Tapie, il est fabuleux, il faut absolument... Alors, Tapie dit, bon, OK, alors on va choisir Béziers. Et Tapie me dit, bon, alors pour les jurys, moi, je vais m'occuper, on va faire 4 jurys. Imagination, ça, c'est Jacques Séguéla. Okay. Le jury commercial, enfin, vente, ça, c'est Falconet, qui était patron commercial, enfin, grand patron commercial de Citroën. Et le 4e, Courage. Et je dis, Courage, on fait quoi? Il me dit, bon, écoutez, trouvez. Je discute avec Jacques Séguéla, qui me dit, écoute, moi, je connais un type, il fait sauter les gens sur les toits. Une espèce de gourou. Et alors, ce type est venu avec nous. Et le premier jury, ça a été un truc incroyable. Il faisait monter les étudiants sur les rebords de fenêtres de la chambre de commerce. Mais non. Ils s'étaient accrochés comme des singes. Mais on n'y a pas pensé que s'il y en a qui se tuaient, vous vous rendez compte de la responsabilité. Ah, ouais, carrément. Et le lendemain, dans les journaux de Béziers, je ne sais pas comment il s'appelle, le journal local, il y avait marqué « Les jeunes de Tapie grimpent aux fenêtres, etc. » Ah oui, c'était affreux. Oh, ce truc de fou. Et bon, on en a sélectionné, puis on a monté l'école de vente, on a une à Béziers, la première. Après, on en a eu une à Ambert. Ambert, j'avais choisi Ambert, c'est la ville des copains de Jules Robin. Je trouvais que c'était une belle image. Alors, chaque fois, les ANP nous ont beaucoup, beaucoup aidés. Moi, j'ai trouvé des financements, Tapie complétait. Donc, à Ambert. Parce que tu m'as dit un truc tout à l'heure, Noël, que pas beaucoup de monde sait, mais c'est qu'en fait, Tapie a jamais eu de financement public. Non, jamais. Aucune subvention. Ça, c'est assez dingue. Ah non, moi, je dois de l'argent à personne. Non, aucune subvention. Et c'était une idéologie. Ah oui, ça, c'était sa philosophie. Ouais. Oui, et d'ailleurs, sur ce give back, en tout cas, avec les jeunes, avec ce qu'ils pouvaient faire, etc. Alors, il allait remettre les diplômes, ce qu'on appelait un label. Hein. C'est lui qui remettait souvent le label. Mais par contre, il n'a pas voulu qu'on fasse une association d'anciens en disant « je ne suis pas un gourou ». Et alors, l'école avait un tel niveau qu'on avait en fait des accords avec Heineken, avec Laboratoire Fabre, qui nous prenaient les jeunes à la sortie. Ah oui, d'accord. On faisait venir les entreprises. 8 semaines de formation. Il y avait 4 semaines, 2 semaines de stage et encore 2 semaines à l'école. Et ils venaient les choisir sur place.
C'est les boîtes qui venaient à Ouais, Ambert. c'est- Ah oui, c'était incroyable. Ouais, c'est incroyable, Alors ouais. c'était tout gratuit, hein, naturellement, tout était gratuit. Et c'est lui qui finançait, qui était Alors dans on cette finançait. dynamique, etc. Alors ils étaient au chômage. Hein. Ils avaient pas le bac, donc ils rentraient dans des catégories de demandeurs d'emploi sans bac, et du coup ils étaient financés. Ils avaient une indemnité qui leur permettait Oui, mais bon, de il vivre. fallait payer des profs, il fallait payer... c'est nous qui payions le prof. Et Ouais, à l'époque, on d'accord, payait ok. les profs pas en heures de cours comme moi je suis à HEC. Hein. C'était bien sûr. en journée formation. Hein. C'était 1 000 € la journée. Hein. C'était pas à 50 $ hein, ou à peu Ouais, près. bien sûr. J'aimerais bien te faire réagir à une vidéo sur Bernard Tapie, s'il te plaît, Noël. Alors ça, le blé, fais gaffe. Un coup, ça va, un coup, t'en as, un coup, t'en as plus. Un Vous foutez de ma gueule, là, ou des pas médias, Non, des est-ce que vous juges, foutez des de ma politiques. gueule Est-ce que vous imaginez un seul instant que vous foutez de ma gueule. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Vous, ce qui vous intéressait, c'était de touiller la merde. Attention, parce que toi aussi, je vais me lever, je vais t'en mettre une. On n'est pas chez le juge d'instruction ici. Et ça fait 15 ans que ça vous emmerde, que j'ai raison. Je vais vous attaquer encore parce qu'il n'y a pas de faux chez moi. Alors Faites très attention. Et ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. J'y étais, Je là. vous en cuirai. J'étais. Enfin, C'était regardez-vous. affreux. Allez, Non, mais- merci beaucoup. À très Ah bah non, bientôt. non, bah non. Allez, ça va. Mais Bernard Tapie, non mais, Ça va, ça va, ça va. bah voilà. Oui, c'était l'homme. Est-ce que c'est fidèle à ce que Ah oui, mais toi, t'as vécu? complètement. Ah oui, complètement. Et alors, il parlait comme un charretier quand même. Hein. Et moi, un jour, j'arrive chez mes parents, je parlais, mais c'était horrible. Mon père a dit, mais tu as été aux oiseaux, tu t'en souviens? J'ai dit, oui, papa, je m'en souviens. Attends, je vais faire un effort. Et ces prises de position, comme ça, en fait, il était quand Ah même... non, mais attends, les gens lui rentraient dedans, la presse. Il disait toujours un truc, et je pense qu'il avait raison. Il disait, quand je lis les articles sur moi, si je ne me connaissais pas, je me détesterais. Ah ouais, ok. Je me détesterais parce que les gens disent de moi, mais c'est pas supportable. Alors il y avait beaucoup de jaloux, il avait tout pour lui. Attends, il était beau, il avait des sous, il était fidèle, il était intelligent, il était visionnaire. Ça fait beaucoup de qualités en même temps. Hein. Et tu penses que c'est ça? C'est cette forme de jalousie? C'était quoi? Qu'est-ce qui fait qu'il était aussi clivant? C'est parce que justement, il avait ses prises de position et qu'il n'était pas assez lisse? Oui, il était pas lisse, mais il était brut de fonderie. Hein. Ouais. Et pourtant, ses parents étaient hyper bien élevés et c'était incroyable. C'est des gens hyper bien élevés. Simple, mais hyper bien élevés. Parce que on le voit, en fait, là, dans la vidéo, il se fait attaquer beaucoup. Et par contre, il se faisait toujours attaquer. Il répondait. Et puis, il supportait plus les journalistes. Hein. À la fin, il les supportait C'est vrai. plus. Il avait quelques amis, mais il les supportait plus. Tu sais, aujourd'hui, on parle de personal branding, c'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même travailler son image publique, etc., quand on est un dirigeant. Non. Lui, c'est mais quelque- c'était pas les années, là. Si tu veux, Ouais, on n'en d'accord. était pas là, on n'était pas assez évolué, on était encore dans un truc. Même si c'était un des principaux patrons qui était mis en avant, d'ailleurs, Mais oui, aujourd'hui. et alors, je vais vous raconter une anecdote, c'est que quand Francis Bouygues a voulu reprendre TF1, il a demandé à Tapie de les coacher. Francis commence, il lit son texte. Quand il a terminé son texte, il présente ses partenaires. Et on n'oublie jamais, Chiz le sourire. Et moi, j'avais une petite cassette qui était une merveille, mais je l'ai perdue. Et alors, il disait à Francis, mais Francis, si tu parles comme ça, tu l'auras jamais. Il les a coachés et s'ils ont eu TF1, c'est beaucoup parce que Tapie les a coachés pour leur dire comment ils devaient parler. Dingue, ça. Et tu m'as raconté aussi en off, la dernière fois qu'on s'est croisés, tu m'as expliqué qu'effectivement, en voiture, c'était pas possible de monter en véhicule en voiture, c'est ça? Alors, il était plus ou moins pilote. Hein. Il me disait toujours qu'il était pilote. Bon, c'est vrai qu'il roulait comme un malade, mais bien, safe, mais comme un fou. Et son grand jeu, quand il avait ses gardes du corps, il les voulait pas dans la voiture. Alors pourquoi il les voulait pas dans la voiture? Là, il faut qu'on monte à une autre anecdote. On arrive au ministère. Attends, je te coupe 2 Ouais. secondes là-dessus, Ouais, Noël. Parce que tu l'as accompagné aussi dans sa carrière politique. j'avais pas le choix. Alors vas-y, explique-moi. Alors, j'avais pas le choix. D'abord, première des choses, il a envie d'être député. Alors, je dis, bon, très bien, mais enfin bon, moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis secrétaire général d'un groupe. Dominique m'appelle le lundi soir de la Pentecôte en me disant, Bernard vous attend demain à Marseille. Je dis, ah bon? Et pourquoi à Marseille? Parce qu'il a fait ouvrir la mairie pour s'inscrire sur la liste électorale après le match de foot. Il ne s'était pas inscrit, donc il n'avait jamais voté de sa vie. Et alors je dis, alors on fait quoi? Il a dit qu'il devait descendre. Alors vous allez au Petit Nice. Je ne connaissais pas. Je dis au chauffeur de taxi, je vais au Petit Nice. Et l'autre il me dit, ah bon, très bien. Et j'arrive dans un hôtel magnifique, vous le connaissez et tout et tout. Et là, il me dit, ben voilà, Noël, on va être en campagne pendant 15 jours. Je dis, attends, Bernard, moi je suis venue pour 24 heures, hein, je ne suis pas venue pour... Ah non, Noël. Puis je dis, moi je ne suis pas de gauche, hein, moi je ne suis pas d'accord, moi je ne veux pas faire campagne. En même temps, mon père m'avait déjà appelé pour me dire, c'est quoi ça? Maintenant tu fais campagne des socialistes. Je dis, écoute papa, laisse-moi d'abord gérer mon truc. Et là, il me dit, non, il a un business plan. Vous savez ce que c'est? Oui.
Ben voilà, on va dire que la campagne, c'est comme un business plan. Il faut qu'on gagne, il faut qu'on machin, voilà. Moi, j'ai dit, oui, ça, je comprends. Un business plan, je comprends. Donc, Séguéla arrivait le soir, le soir pour discuter de la campagne, de tout ce qui était image. Moi, je me suis vite caletée à Paris. J'ai repris l'avion. Et il dit, mais Aline, t'as pas appelé où est-ce que vous êtes? Je dis, je suis rentrée chez moi. Il me dit, mais c'est inadmissible. Et donc, je suis redescendue le lendemain avec ma valise. Et il a fait campagne, on a fait campagne. Et le premier jour, alors, on avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Lowe, L-O-O, qui était formidable, qui nous a beaucoup épaulés, qui a appris à Bernard qu'est-ce qu'il devait faire. Mais à un moment, il lui dit, tu vois, quand tu vois un petit gosse dans une poussette, tu dis, oh, est-ce qu'il est beau, votre bébé, madame? Et là, il nous a vu, ce gosse, comme il est affreux. J'ai quand même pas dire qu'il est beau. Vous le trouvez comment? Je dis, affreux. Puis après, on a fini par dire qu'ils étaient beaux. Mais ça a été une règle. Et le premier, donc, tout va bien. Il a gagné. Officiellement, chez nous, on a fait les calculs partout, il a gagné. Il arrive au Sofitel, où il y avait la permanence, où il y avait tous les journalistes et tout. Et là, on lui dit, tu as perdu. Il dit, mais c'est pas possible. Il y a une urne qui n'est jamais arrivée. Elle est tombée dans le port. Et en fait, à l'époque, les urnes n'étaient pas transparentes. Ok. Et nous, on n'y connaissait rien. Ouais, bien sûr. Donc, elles avaient été bourrées. Ok. Donc, il a perdu de très peu de voix. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Ah oui, très peu de voix. Donc, grâce au fait qu'il ait perdu très peu de voix, il a pu, c'est passé naturellement, on a fait un recours. Et effectivement, le peu de voix faisait qu'il a pu se représenter. Donc, on a refait campagne et il a été député avec 6 mois de retard, quoi. Et donc là, c'était la première présence en politique, voilà. C'est ça? C'est cette période-là? Voilà, donc il était effectivement député. Et alors là, c'était drôle parce qu'il avait promis, alors il y a un quartier qui s'appelle la Rouvière à Marseille, où il n'y avait pas d'antenne. Enfin, il y avait un système qui faisait que les gens ne voyaient pas la télé. Donc il a promis, oui, je vous mettrai une antenne et tout et tout. Bon, très bien. Donc je lui ai dit, Bernard, on a promis, hein. Oh Noël, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Je dis non, quand on promet, on regarde une ligne. Et il me dit, vous avez qu'à vous en occuper. Alors je vais voir quand même Patrick Lelay, je dis, moi je sais pas ce que c'est une antenne de télé, et tout. Donc il me met en relation avec les gens. Et ça lui a coûté, il a payé effectivement, ça lui a coûté 2 ans de salaire de député. Ah ouais. Mais ça veut dire que c'est lui qui a payé. Mais absolument. Et personne n'a jamais rien dit. Et les gens n'ont jamais parlé. Et les journalistes n'en ont jamais parlé. Enfin, c'est honteux. Ce genre de truc, ça me révoltait parce que c'est le seul qui a payé quelque chose de ses propres deniers, qui n'a pas trouvé des subventions, des machins, des trucs à n'importe comment. Et c'est à ce moment-là qu'il fait son débat avec Jean-Marie Le Pen, c'est ça? C'est quand il est député? Juste avant. Okay. Et c'est après ce débat que Mitterrand lui a dit, ce serait bien que vous alliez aider les socialistes où il a mis un peu la pagaille parce qu'il y avait les gens pour peser. Enfin, ils n'avaient pas envie de le voir à Marseille. Et il y avait surtout Le Pen qui se présentait à Marseille aussi. Et donc toi, tu as suivi effectivement cette entrée en politique. Donc voilà, alors j'étais toujours secrétaire général parce que j'avais pas changé de métier. Donc toi, tu continuais à gérer son groupe? J'étais toujours dans le groupe avec tous les... Lui aussi d'ailleurs. Lui aussi. Okay. Ah oui, non, il y allait de temps en temps. Il prenait son petit sac et puis il y allait. Et puis après, le fameux vendredi soir, il m'appelle et il me dit ce soir, je vais te nommer ministre. Je dis bravo. Il me dit alors, chef de cabinet, ça vous va? Je dis oui, ça me va. Et donc il me dit matin, il faut que vous veniez parce qu'il faut quand même qu'on voit quelle équipe on peut mettre. On connaissait personne, nous. En plus, la ville, on connaissait personne. Alors dans les villes, on connaissait pas un rat. Hein. Et donc le lendemain, on fait un groupe de travail avec ses amis parce qu'il avait pas mal de gens, des journalistes, des gens qu'il aimait bien. Et donc, on finit de discuter, on voit comment on peut monter le cabinet et tout. Et il me dit, si on y allait? Je dis, non, on peut pas aller au ministère, il n'y a pas eu la passation de pouvoir, c'est lundi. Mais Noël, on s'en fout. Donc, nous partons à pied de chez lui, on sonne. Puis là, le gardien a huré, parce qu'il se dit, c'est pas possible, samedi après-midi, le ministre s'en va, l'autre va arriver. Tapie regarde ses chaussures et me dit, c'est pas possible. Alors, le gardien, déjà malaise, dit « Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le ministre ? Mais vos chaussures, lundi, on en a les Nike, on met du Adidas. Hein. » Non, n'oubliez pas lundi de commander des chaussures chez Adidas. À quelle pointure tout. Bon. Et on rentre dans le ministère, le gardien très mal à l'aise, parce qu'il n'aurait pas dû nous ouvrir, en fait. Donc, on fait le tour, et il s'assoit dans son futur bureau. Il me dit « Noël, vous vous rendez compte où on est arrivé ?» Et c'est ça qui a provoqué la suite après, la chute. Ouais, c'est ça qui a énervé tout le monde.
Ça a énervé tout le monde parce que un type inculte, ministre, Mitterrand faisait très attention, l'écoutait énormément au Conseil, faisait le tour du jardin avec lui pour lui parler foot de l'Élysée, les autres devaient attendre. Donc c'était et chaque fois Kouchner, lui qui était assez proche, disait ça y est, tu t'es encore fait 2 ennemis ou 3 ennemis parce qu'il était sans limite. Hein. Et il a été obligé effectivement de céder Adidas à ce moment-là, en tout cas. Alors à ce moment-là, il y avait Adidas, un peu après, il y a eu Adidas, donc là il a effectivement commencé à prendre Madame Beau, puis après il avait plus envie non plus des entreprises. Ouais, c'est ça, il avait fait le tour. Il avait fait le tour. Ouais, okay. Donc, il y avait un accord qui avait été prévu avec le Crédit Lyonnais qui reprenait ses boîtes, lui donnait un petit pactole et avec ça, il s'amusait, il faisait ce qu'il voulait. Et il y a eu une autre chose qui n'a pas rendu service du tout. Vous aviez le Nouvel Obs qui avait fait une couverture de lui en président de la République. Ah ouais, d'accord. Et là, même ceux qui ne pensaient pas ont fini par y penser. Et là, cette chute après Noël, comment lui il vivait ça? Et en fait, ça a dû être extrêmement difficile. Ça a été très compliqué. Progressif. Oui. Comment ça a été? Ou ça a été très violent? Violent. Parce que vite, il y a eu le problème de OM Valenciennes, enfin l'ancienne OM. Bien sûr, tout à fait. Ça a été la cerise sur le gâteau parce que je suis sûre que s'il avait voulu s'arranger avec Borloo, il aurait pu le faire. On n'était pas obligé d'aller jusqu'à là. Mais je pense parfois il nous rendait fous, hein, il nous stressait. Il avait tellement d'énergie il nous bouffait l'énergie et il nous stressait. Et je pense que Bernès a eu la trouille et il a quand même fait pour ça 8 mois de prison. Ouais, c'est terrible. Et Mongolfi a dit quelques années plus tard, j'aurais jamais dû le mettre en prison, c'est ridicule. Mais il y a une telle ambiance de fou. Ouais, il avait attisé beaucoup de colère, c'est ça. Et puis du coup, tout prenait des proportions. Et de la jalousie et de la. Et toi, tu continuais à le voir sur la alors moi, fin de sa vie? c'est là qu'il m'a vendu. Il m'a vendu avec les actions au CDR. Okay. Donc, je suis restée présidente pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, j'ai demandé à être évoquée, ça valait pas la peine. J'avais une assurance chef d'entreprise, donc je perdais mon temps. C'était tellement désagréable. Ils ont débaptisé un tapis finance dans un nom, je m'en souviens même plus, mécanique de je sais pas quoi. Je dis, mais la vie claire, c'est quoi? Ah oui, non, mais vous savez pas, nous on sait. Enfin, je pensais qu'ils étaient honnêtes. En fait, c'était une bande de voleurs, quoi. Parce que quand on sait que l'argent d'Adidas est parti dans les îles Vierges, il y a quand même eu des problèmes. Ouais, carrément. Alors moi, je l'ai toujours vu. Parce qu'il a passé la fin de sa vie à se battre. Ouais. Il gagnait, il perdait, gagnait, il perdait. Jusqu'à ce que Sarkozy dise ça coûte trop cher, on va faire un arbitrage. Et l'arbitrage s'était bien passé. Tapie avait gagné une somme. C'était pas. En tout cas, c'était arbitré, quoi. Ouais. Oui, alors il y avait quand même que des pontes qui étaient dans les. Ouais. C'était pas n'importe qui était dans l'arbitrage. Donc finalement, il a gagné l'arbitrage. Alors il y avait, je crois que de mémoire, alors je le dis, 400 millions, je crois qu'il a récupéré. Un jour, Dreyfus l'invite à un match de foot. Et Tapie lui dit, ouais, tu t'en es bien sorti avec ce que tu as payé Adidas. Et Dreyfus lui dit, mais non, attends, j'ai payé 4 milliards de francs. Et Tapie dit, mais non, moi j'avais un mandat de 2. Et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il s'était fait voler de 2 milliards. C'est dingue. Ils ont caché. Ouais, c'est dingue. Et donc là que tout est, qu'il a commencé à attaquer de tous les côtés. Je voudrais revenir sur 2-3 sujets, Noël, avec toi, mais parler plus de toi en détail en tant que dirigeante. En fait, je me suis posé la question... une entreprise, c'est aussi faire grandir les gens. Aujourd'hui, toi, tu es prof chez HEC. Tu es au Master X HEC. Au Master X HEC, donc ceux qui entreprennent, c'est ça? Oui, c'est les start-upers. Les start-upers. Je trouve que c'est très intéressant. En tout cas, ils ont beaucoup de chance de t'avoir, je trouve, là-bas. Moi, je trouve ton expérience que tu as fait en tant que dirigeante, etc. Puis, dans un monde qui a complètement changé, en plus, aujourd'hui. Tu es au bord de nombreuses encore entreprises. Tu es encore très présente dans... Je suis dans quelques boards. Dans le monde des affaires. Comment on fait pour faire grandir les gens autour de soi? Comment ils faisaient? Quelle était la méthode Tapie? Quelle est la méthode Noël Bellone aujourd'hui pour faire grandir les gens autour de soi, pour les aider à progresser? Je pense que c'est donner de la confiance aux gens, que les gens aient confiance et leur dire que rien n'est jamais perdu. Et ça, je me souviens toujours, même quand je disais, ça y est, ça ne marche pas, j'y arrive pas. Il me dit, non, elle continuez. Je suis sûre qu'il y a un moment où ça va déclencher. En fait, il nous donnait beaucoup de courage, il nous donnait aussi beaucoup de liberté. Quand il nous donnait un sujet, il nous disait, bon, on se retrouve dans 3 mois. Vous y allez comme vous voulez, réussissez comme vous voulez. Vous devez prendre le Concorde, prenez le Concorde. Vous voulez prendre le vélo, prenez le vélo. Prenez tout ce que vous voulez pour qu'on arrive à ce point-là et que le dossier soit bien cadré. Mais il nous embêtait pas pendant tout l'intervalle. Ouais, donc il n'y avait jamais de micromanagement, etc. Non. Il donnait les objectifs. On discutait avec lui beaucoup, on échangeait beaucoup parce qu'il était très disponible, très disponible. Et il avait un grand atout, c'est que quand vous discutiez avec lui, vous aviez l'impression d'être seul avec lui, que vous étiez son seul sujet. Ouais, c'est dingue. Ça, c'était pas le type qui décrochait le téléphone, les
l'air agacé parce que... Il donnait de l'importance, c'est ça que tu veux dire? Oui, et puis Ouais. de la concentration. Pendant le moment que vous passiez avec lui, qui n'était pas long, il recevait toujours les gens comme ça, et les gens étaient absolument émerveillés, parce qu'un type pareil qui vous reçoit, pendant la demi-heure, il ne vous consacrait qu'à vous. Est-ce que toi, dans un peu plus tu as passé quasiment 12 ans avec lui, est-ce que tu l'as vu progresser sur des sujets business? Est-ce que tu l'as vu progresser ou est-ce qu'on fait progresser un Bernard Tapie, tu vois? Non. Alors, quand il allait à une émission de télé, il travaillait énormément ses fiches. Il faisait venir tous les grands philosophes, tous les gens importants. C'était une éponge. Hein. Ok. Il absorbait. Et c'est ça qui nous épuisait, parce qu'il nous mangeait l'énergie. Et toi qui a coaché d'ailleurs des dirigeants, en tout cas qui a été à côté de J'ai eu dirigeants. beaucoup de chance, parce que quand j'ai quitté Tapie, et Tapie m'a quitté, on est restés très amis tout le temps, j'ai un président qui m'a appelé, le président de CRIT Intérim, Ok. et qui m'a dit: je ne sais pas ce que je ferai de vous, mais j'ai envie de vous avoir auprès de moi, parce que j'ai bien aimé ce que vous avez fait avec Bernard Tapie. Ok, c'est dingue. Et je suis allée, donc j'ai écrit où j'étais. Alors j'ai dit: je veux plus être présidente. Alors il m'a dit: conseiller du président. J'ai dit: c'est parfait. Et t'as été très proche du pouvoir. Toi, t'en as eu beaucoup quand même pendant ces périodes-là. Est-ce qu'on te l'a reconnu, ce pouvoir? Est-ce qu'on a considéré que tu étais légitime? Est-ce que les choses à cette époque, Écoute, je me suis jamais posé la question. tu t'es pas posé la question? Ouais. Non, j'étais un peu un ovni. Je suis d'accord. Ouais. J'étais un peu un ovni. Parce qu'en fait, il n'y avait pas Mais, de femmes comme ça à ces positions-là. Alors, puis en plus, il y en avait, mais je vais te dire, elles étaient rasoirs. Moi, un jour, il m'a dit: oh, non, ce serait bien que vous alliez à un club de femmes et tout et tout. Et il y avait un grand déjeuner au Royal Monceau, je me souviens toujours. Et il me dit: ce serait bien que vous y alliez et tout et tout. Bon, d'accord, j'y vais. Et je reviens, et il me dit: alors, c'était bien. Non, je préfère déjeuner avec mes copains, hein. Franchement. Elles se prenaient toutes. Vraiment, on avait l'impression qu'elles étaient toutes hyper importantes. Moi, ça me casse les pieds, j'ai pas Ouais. envie. Mais j'étais un peu déformée, hein, par ce côté-là, parce que quand vous passez 10 ans à côté d'un énergumène pareil, Ouais. il y a Et des comment on choses... fait pour survivre comme ça à côté d'un dirigeant qui a une forte personnalité, qui est présente partout, qui met ses mains de partout? Oui, moi, ça m'a pas dérangé parce que j'ai pas d'ego. Ok. J'ai pas un ego particulier. Je me rends beaucoup plus compte aujourd'hui mon importance de l'époque. Je m'en rendais pas tout à fait compte parce qu'on était entre nous, quoi. Ouais, Entre nous. dans la dynamique, en tout Voilà, cas. dans la dynamique, Ouais, et on tout à était fait. entre nous. Je pensais pas que j'étais un ovni. On parlait pas de parité, on parlait pas de trucs comme ça. Hein. Et aujourd'hui, la place des femmes, je voulais t'interroger là-dessus. Aujourd'hui, c'est quand même difficile, tu vois. Moi, je fais partie d'un secteur, tu vois, je dirige des entreprises du BTP, j'ai Ouais. un groupe dans le BTP. Effectivement, les femmes sont peu représentées. Je le vois, en plus, c'est encore plus vrai dans notre secteur parce que c'est un monde d'hommes. Moi, autour de moi, en tout cas à la direction, je crois que j'ai beaucoup de femmes autour de moi. Moi. Ouais. Je pense que ça apporte effectivement un autre regard sur les choses. Ouais. Je le fais pas parce que c'est Il y des a un femmes. management au féminin. Ouais, toi, tu Moi, penses je ça? crois qu'il y a un management au féminin. Et souvent, les femmes essaient de copier le management au masculin. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est pas normal. Ouais, C'est tout à fait. c'est pas honnête, je veux dire. Et pourquoi tu penses qu'il y a cette dynamique, effectivement, de pouvoir copier quelque chose? C'est pour être accepté dans ce monde d'hommes ou là-dessus? Parce que tu vois, que tu fasses partie des bornes, moi, je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, en fait, plus on monte dans les entreprises et moins il y a de femmes. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi sur le terrain, pour les ouvriers du bâtiment, etc. En fait, Ouais. plus on est en bas et moins il y a de femmes aussi. Ouais. Et on en trouve un peu intermédiaire, tu vois, dans le management intermédiaire, mais ni en bas ni en haut, il y a des femmes. Comment on fait pour changer ça? Comment on s'y prend? Alors, moi, je n'ai pas connu la grande entreprise énorme, tu vois, style NG ou je sais pas quoi, Ouais. je connais pas. Je pense que là, dans ces cadres-là, il y a une difficulté pour les femmes parce que effectivement, c'est cadré, c'est machin, c'est coté, il y a des numéros, des machins, des grades. Donc, j'ai pas connu ça. Et je pense que j'aurais pas pu bosser dans un truc pareil. Moi, il me faut de la folie, quoi. Enfin, autant je suis classique à la maison, voilà. Autant vraiment, je m'éclate dans des trucs sans me rendre compte parfois de l'inconscience complète, quoi. C'est hyper dangereux ce truc-là. Je me suis jamais posé de questions et c'est vrai que j'ai dirigé. Je me souviens qu'un jour, je dirigeais l'aviation et je dis à un de mes pilotes qui rentrait, je sais pas, d'Abu Dhabi et j'avais vite un petit vol à faire à Londres, enfin un truc un peu ridicule, il n'allait pas m'emmerder. Et je lui dis bon, il y a un vol à Londres, vas-y. Et là, il me dit ah ben non, tu comprends, j'ai le repos, j'ai tout ça. Écoute, tu peux pas m'emmerder, t'es chauffeur de taxi. Et là. J'avais 30 ans. Hein. Et là, mon président, qui avait le même âge que moi, m'appelle, me dit Noël, qu'est-ce que vous leur avez dit? Je dis quoi, écoute, m'emmerdait, il y avait un vol, je vois pas pourquoi on passe à côté et tout et tout. Et je leur ai dit, mais écoutez, évitez, Noël, évitez, parce que là, vous avez tous vous les mettre contre vous. Mais c'était très fier d'avoir une femme qui dirige. Ouais. C'était très fier. En tout cas, Ils trouvaient ça très en amusant. avance, ouais. C'était très anormal, Ouais, en très fait. anormal. Et d'ailleurs, je sais parce que je t'ai posé cette question-là la dernière fois qu'on s'est vu. En fait, tu m'as dit que tu avais réussi à préserver ta vie de famille Oui, et ta vie de absolument. maman. Mais à cause de Tapie aussi. Parce que Tapie était très proche de sa famille, on rentrait toujours à l'heure, on partait à l'heure. Et rien que ça, on peut organiser.
Moi, je passais très peu de nuits à l'étranger. Au Japon, on passait 2 nuits. Au bout de 2 nuits ou 3 nuits, on rentrait parce qu'ils supportaient pas. Moi, ça posait pas de problème. Ça posait pas de problème parce que je traînais jamais. On partait, on travaillait, on rentrait, toujours en avion privé. Donc, on rentrait tout le temps. Il était peut-être 4 heures du matin, mais on rentrait. Donc, le matin, j'étais là. Je voulais terminer en te posant une question. Tu sais, mon podcast, il s'appelle Build. C'est en fait consacré aux gens qui construisent, qui font des choses, qui font de la croissance, qui essayent, qui tentent, qui essayent de progresser, de se développer, etc. Et je dis toujours des optimistes. Tout à fait. Des optimistes, parfaitement. Pour toi, c'est quoi la qualité que les gens doivent absolument développer pour faire de la croissance, pour réussir ? Moi, je pense qu'il faut du courage, une forme d'inconscience, avoir le courage d'aller jusqu'au bout. Rien n'est jamais perdu. Tapi me dit toujours ça à Noël. Allez, remettez l'ouvrage sur le tapis. C'est peut-être pas perdu. Mais je crois que surtout, c'est l'enthousiasme, l'énergie, le courage, l'optimisme. On tombe parfois, puis on se redresse. Moi, c'est sûr que quand j'ai quitté Tapi, je me suis dit à l'époque, on parlait de Tapi, les gens se pinçaient le nez. Mais si jamais je trouverais un job, jamais. Et puis finalement, il y a un président qui m'appelait. Moi, je n'ai jamais vu de chasseur de tête de ma vie. Noël, merci beaucoup d'être écoute, c'était avec venu plaisir. me voir. C'était hyper sympa de... Bon, j'ai raconté les années 90, parce que... Ouais, mais merci beaucoup de ta transparence sur tous les sujets. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir participé avec moi à ce podcast Build. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à commenter en bas de l'épisode. C'était génial. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le regarder, que moi à le faire avec Noël. À très bientôt sur Build.